Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'histoire sur la crise de 1929, donc une crise qui est majoritairement économique. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le contexte, puis ensuite je vais vous présenter quelques notions clés avec plusieurs définitions que vous pouvez voir en vert. Enfin, vous avez le petit code couleur, donc noir c'est le contexte, donc quelques enjeux historiques, ou alors c'est les exemples, vert c'est les définitions, et rouge, c'est des données importantes, des données chiffrées, des dates, etc. Alors, au niveau du contexte, donc tout d'abord, c'est un petit peu loin, mais c'est pour donner le contexte. Après la Première Guerre mondiale, donc entre 1914 et 1918, tous les États du monde sont assez impactés, enfin beaucoup de pays d'États du monde sont impactés par un petit peu toute l'horreur de la guerre, les morts, les dépenses économiques, budgétaires, etc. Toutes les civilités, tous les États, tous les pays sont assez ravagés dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux. Donc c'est un petit peu ce que va entraîner la Première Guerre mondiale. Mais pendant les années 20, le monde va renaître un peu, va se recréer avec ce qu'on appelle les années folles, années 20, années folles, où le monde va commencer à se reconstruire, notamment, donc là on prend l'exemple de l'économie américaine, enfin des États-Unis, où ils vont commencer à se construire, ils vont produire de nouvelles technologies, donc c'est pour ça qu'il y a des années de folie où on recrée la vie, donc il y a des nouvelles techniques, autant par exemple commerciales que organisationnelles, donc de techniques que de production qui vont être créées. Donc, par exemple, dans le cas de l'automobile avec la marque Ford, il y a la technique du travail, le Fordisme qui va être créé. Donc, c'est un progrès technique organisationnel. Et en ce sens, donc, la production de Ford T va être augmentée, va être fortement augmentée. On va produire beaucoup de Ford T. C'est aussi le cas avec les postes radio, hein, où au début, donc vers les années 20, on produisait, il y avait environ 60 000 personnes qui avaient un poste radio. Les années 1925, on va être à 4,5 millions, ce qui est quand même énorme. Les automobiles, excusez-moi, je reviens sur les Ford T. Donc on produisait environ 2 millions de Ford T en 1920, et là, grâce au progrès technique fait à partir des années 20, justement, vers les années 1925, quasiment 29, 28-29, on en produisait 5 millions. Il y a 5 millions de personnes qui pouvaient en acheter, on en produisait 5 millions. Donc il y avait vraiment une forte augmentation de l'offre dans différents domaines. Il y avait aussi la création des malls, donc désolé pour la prononciation, en tout cas ce sont les centres commerciaux américains. Vous avez aussi l'apparition du sport professionnel, du jazz, et aussi le développement massif du cinéma, qui vont faire que par semaine, il va y avoir environ 110 millions de personnes qui vont aller au cinéma. Donc il y a vraiment un progrès technique au sens premier du terme, vraiment au niveau des techniques, des technologies, des machines, etc., qui va être réalisé. Et ça va pouvoir réaugmenter fortement la consommation et l'offre faite par les producteurs. Mais également, soit la demande va quand même augmenter par le consommateur, parce que les gens vont s'intéresser aux nouveaux produits, ils vont vouloir les consommer. Cependant, en fait, avec ces nouvelles techniques, on va produire de plus en plus, et ce qui va nous mener vers une crise économique. Donc, tout d'abord, déjà, il y a quelques pays qui sont endettés envers les États-Unis, hein, donc par rapport à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que j'ai parlé de la Première Guerre mondiale. Ensuite, par rapport aux années 20, on va tellement produire qu'en fait, il va y avoir le problème lié à la surproduction. C'est-à-dire qu'on va tellement produire, on va presque trop produire, et les gens ne pourront plus tellement acheter, parce que tout d'abord, à force, ça fait cher de pouvoir tout acheter, premièrement, et sachant que les gens, après la Première Guerre mondiale, ils ont moins d'argent. Et autre raison, c'est qu'en fait, ils ont déjà acheté. Donc, par exemple, si on a déjà acheté une Ford T, on va pas en acheter 5. Ça aussi, c'est pour notre plaisir personnel, mais on va pas en acheter 5. On a déjà une voiture, c'est suffisant. Pareil, si on a un poste radio, on va pas en acheter 15. Un, ça suffit. Et en fait, ils vont tellement, à cause du progrès technique, entre guillemets, surproduire, qu'il va y avoir des invendus. Donc, au final, ça va pas être rentable. Donc, ce sont ces différents facteurs qui rentrent dans l'aboutissement à la crise économique. Ouais, donc comme j'ai dit, c'est un petit peu les dettes des autres pays, des problèmes avec des autres pays d'un point de vue international liés à la Première Guerre mondiale, mais aussi la surproduction, la surconsommation, et aussi un problème lié à la bourse qui nous conduit à la crise économique. Donc pour définir la crise économique, c'est une dégradation, c'est écrit ici, dégradation de la conjoncture qui s'est traduite par tout d'abord une montée du chômage, ici, une baisse des prix, donc une déflation, et un ralentissement de l'activité économique. C'est-à-dire l'économie, elle ralentit, voire même elle va presque chuter, dans le sens presque s'arrêter, entre guillemets. Et c'est manifesté par quoi? Par un grand événement,
le jeudi noir, donc le jeudi du krach boursier à Wall Street, donc aux États-Unis. Et donc pour définir un krach, c'est un effondrement de cours des valeurs ou des marchandises d'une bourse. Donc, généralement, on définit le krach boursier juste, entre guillemets, par l'effondrement des valeurs ou du cours des marchandises d'une bourse. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est pas que l'effondrement des valeurs de la bourse. C'est essentiellement ça, la bourse qui s'effondre, mais c'est lié quand même à des phénomènes antérieurs, comme des endettements sur endettements, problèmes économiques liés à la fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'après 1918, on arrive aux années 20, aux années folles, donc il y a une succession, et aussi par la surproduction des années 20 années folles. Donc voilà pour l'introduction et le contexte historique à la crise économique. Et en fait, le problème de cette crise, c'est qu'elle va s'accentuer, et donc ça va conduire à un phénomène de ce qu'on appelle la dépression. Donc la dépression, c'est quoi? Donc c'est pas comme la dépression, la maladie neuronale humaine, c'est un phénomène de longue durée, ça dure longtemps, qui est caractérisé par toujours en fait, ça se caractérise par le maintien des facteurs de la crise économique. En sens, c'est le maintien d'un problème économique lié au prix, donc une baisse des prix toujours faibles, et toujours une stagnation du chômage. Voilà, donc on a une stagnation économique et maintien d'un chômage élevé. Donc il y a toujours un chômage qui est élevé, qui ne bouge pas, ou même qui peut augmenter encore. Et une stagnation économique, c'est là que la situation économique elle reste aussi bas qu'elle est. Et par conséquent, il va y avoir certaines mutations, entre guillemets, c'est-à-dire que les travailleurs qui perdent leur emploi, qui ne peuvent plus travailler, ils vont migrer ailleurs, ils vont aller voir s'il n'y a pas de travail ailleurs. Donc ça, c'est pour les ouvriers. Les agriculteurs, ils vont perdre leurs terres parce que l'État n'a plus d'argent. Donc l'État doit bien prélever quelque part. Et voilà, donc ça, c'est pour l'accentuation de la crise. Et aussi, je voulais ajouter par rapport au krach de Wall Street, que par rapport au krach, il y avait des personnes qui avaient acheté, parce que ça faisait partie des années 20 années folles, donc d'acheter des actions à 10% de leur valeur et les revendre plus cher, donc c'est ce qu'on appelle la spéculation en bourse, ou alors il y avait l'invention du crédit, donc l'invention de l'épargne, du crédit, donc pouvoir prêter de l'argent, économiser, donc mettre de l'argent de côté. Et en fait, le jour du krach économique, krach boursier, tout l'argent que vous avez sur vos comptes va disparaître. Donc c'est vraiment, il y a des banques qui vont fermer, ça va être vraiment une grande panique totale face au krach économique. Imaginez que vous avez beaucoup d'argent sur vos comptes et le lendemain, il y a une grande crise qui éclate par le krach, donc par l'effondrement des valeurs liées à des facteurs antécédents, comme on l'a dit, et vous avez plus d'argent. Voilà. Et les agriculteurs, comme eux, ils doivent payer, ils ont toujours des choses à payer, ils ne peuvent plus vendre, etc., parce que les gens n'ont plus d'argent. Et l'État n'a plus d'argent également, enfin plus personne n'a d'argent. L'État a encore des réserves fédérales ou encore d'argent à côté, mais il y a toujours la population qui a toujours des choses à payer, qui est endettée, surendettée, surendettée. Et donc c'est pour ça que les ouvriers, eux, s'ils veulent à peu près survivre, entre guillemets, là on n'est même plus dans le vivre, on est presque dans le survivre, ils vont migrer. Ensuite les agriculteurs, c'est pareil, ils vont migrer, ils vont perdre leurs terres, c'est pas que l'État va leur voler, mais ils vont devoir la donner à l'État, entre guillemets. C'est un peu pour diminuer leur dette, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, donc, vous avez les conséquences directes. Donc voilà, donc, comme je l'ai dit, on est là. Migration des ouvriers, agriculteurs vers d'autres endroits. Et en ce sens, ils vont créer des bidonvilles. Donc, c'est-à-dire, ils vont s'installer, ils sont tellement surendettés, voilà, qu'ils n'ont plus d'argent pour payer le loyer. Donc, ils vont créer des bidonvilles ailleurs. Voilà, donc ça c'est d'un point de vue de la population, donc c'est les conséquences directes liées à la crise économique et qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, donc l'État va réagir également en se protégeant, entre guillemets, en essayant d'augmenter ses revenus face à la situation, avec ce qu'on appelle le protectionnisme. Donc c'est une des mesures qui a été prise, en tout cas aux États-Unis. Après, on va voir comment la crise elle va s'étendre sur les autres continents, notamment à travers l'Europe, et comment les autorités des autres pays vont-ils faire face à cela, vont-ils réagir? Alors donc le protectionnisme, correspond au droit de douane, en fait c'est une politique, donc ça se définit de la manière suivante, c'est une politique commerciale qui limite les importations par une augmentation des droits de douane, donc aux droits de douane. Donc c'est-à-dire on va limiter les échanges avec les autres pays, donc les importations et exportations, et en cela on va augmenter les droits de douane afin d'augmenter les revenus, parce que les droits de douane ils sont versés à l'État, donc il faut augmenter les revenus de l'État et ensuite l'État pourra les redistribuer à la population.
Elle devra les redistribuer pour les aider. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Et en fait, donc là, on a vu l'entrée en crise, l'introduction, qu'est-ce que la crise et les facteurs, l'évolution, etc. Ensuite, l'accentuation de la crise, donc ça vient au plus haut point. Et ensuite, on va voir l'évolution, la transmission, entre guillemets, à d'autres continents, à d'autres pays, États, notamment à l'Europe. Ça va se propager en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, enfin dans différents pays. Et donc par rapport aux États-Unis, j'en reviens juste, je fais un dernier point. Donc, ok, alors, donc juste avant de passer, j'ai oublié un tout petit détail, excusez-moi, donc je reviens juste sur ce que je disais sur les États-Unis, comment ils vont réagir. J'en juste avec ce paragraphe que j'ai noté ici sur les États-Unis. Donc là, on avait vu les premières mesures, le protectionnisme, etc. Donc, on va dire un petit peu la diminution des dettes des agriculteurs avec la reprise des terres, etc. Mais si vous voulez, il y a aussi donc, les autres mesures économiques prises par Roosevelt. Donc il y a d'abord Herbert Hoover qui a tenté de régler la crise entre 1929 et 1932, qui a été président à ce jour, et ensuite Roosevelt qui est assez connu. Voilà, donc Hoover, c'est lié aux aspirateurs, hein, c'est Hoover, les aspirateurs Hoover. Donc voilà, et donc lui, il a tenté de régler la crise entre 1929 et 1932, mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment un succès, par une dévaluation de la monnaie et une baisse des prix. Donc baisse des prix, c'était déjà, en fait, ça s'est fait tout seul, hein, à cause de la crise économique, parce que si je relis la définition, c'est une gradation de la conjoncture marquée par une baisse des prix, donc une déflation, un ralentissement de l'activité économique et une montée du chômage. Mais en tout cas, il y a le facteur chute des prix, une baisse des prix. Et donc, pourquoi on appelle ça une déflation? Parce qu'une inflation, quand on dit à l'inflation, donc pour juste à titre informatif et de rappel, une inflation, c'est quand il y a une montée des prix, une hausse des prix à cause d'un problème économique. Et à l'inverse, la déflation, c'est une baisse des prix. Donc, par exemple, si en temps normal, j'achète un poulet, j'ai n'importe quoi, à 5 euros, et bah, avec l'inflation, il va passer à 7 euros. Avec la déflation, il va passer à 3 euros. Donc, avec l'inflation, il va augmenter. Avec la déflation, il va diminuer. Donc, la baisse des prix, c'est égal à déflation. Donc, ça va diminuer. Donc, ça, c'était une première mesure qu'il a mis en place avec le protectionnisme, la reprise des terres des agriculteurs et d'autres facteurs encore, hein, évidemment. Et également une dévaluation de la monnaie. Donc, on dévalue, on la rend unique. Comme ça se lie au protectionnisme. On limite, on réduit les échanges internationaux, donc importation et exportation. Ensuite, donc, ces mesures ont un petit peu aidé, mais n'ont pas réellement été efficaces. C'est pour ça que dans l'histoire, on connaît plus, entre guillemets, Roosevelt que Hoover. On peut connaître Hoover pour les aspirateurs, mais à part ça, c'est surtout Roosevelt qu'on connaît le plus. Pourquoi? Parce qu'il est élu en 1932 et il met en place le New Deal. Donc il va vraiment instaurer un mouvement de façon à relancer l'économie. Donc pour ce faire, il va instaurer plusieurs points, donc notamment les grands travaux. Donc pour faire le travail, donc création de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures, de nouveaux bâtiments, etc. Et ça va permettre déjà de relancer l'économie dans un premier point. Pourquoi? Pour donner du travail. Donc l'offre d'emploi, si on fait un graphique offre-demande avec l'emploi, et l'offre elle va augmenter, on va proposer plus de travail. On va augmenter les salaires des ménages afin qu'ils puissent plus consommer. Donc l'économie va être relancée par la consommation. Deuxième point. Et comment il va financer tout ça? Par la puissance, on va puiser dans les réserves fédérales. Voilà, donc comme j'ai dit, grands travaux. Donc évidemment, il va gérer, réguler en ce sens le marché d'un point de vue général. Et donc voilà, il prélève dans les ressources fédérales, comme je l'ai dit. Et en tout cas, voilà, donc il y a grands travaux, mais il y a aussi l'augmentation des revenus des ménages pour leur permettre de plus consommer. Et en ce sens, cette action de l'État, ces actions qui ont été faites par Hoover et Roosevelt, mais en particulier Roosevelt, donc il s'appelle Franklin Delano Roosevelt, ça s'appelle l'État-providence et l'interventionnisme. En fait, c'est les deux. Donc l'État-providence, c'est l'État qui protège la population contre le risque de la vie, donc santé, maladie, qui protège la population contre la maladie, donc qui la préserve de la santé, qui la protège contre la vieillesse, contre le chômage, etc. Et donc c'est ce que va faire l'État, parce qu'en fait, Roosevelt, quand il va faire ces mesures, quand il va appliquer, donc il va appliquer ces mesures, ça va être de façon à protéger la population, à l'aider
à se sortir de la crise. Donc, en premier lieu, enfin la nation d'un point de vue global, mais également chaque population telle qu'elle soit. Et ensuite, la deuxième définition qui est liée, c'est l'interventionnisme, donc qui se définit de la manière suivante: doctrine qui prône l'intervention de l'État en matière économique. Donc, en ce sens, c'est l'intervention de l'État d'un point de vue économique. Donc, par exemple, par la proposition de l'offre d'emploi, comme j'ai dit, les grands travaux. Premier point économique. Deuxième point économique, ça va être l'augmentation des revenus généraux, donc des différents ménages, afin de les permettre de reconsommer et donc de relancer l'économie. Et donc, toutes ces mesures, où également, comme je l'ai dit, hein, ça se répète, où Roosevelt va prélever dans les ressources fédérales, et ben en fait, tout ça, ça se définit par les actions de l'État, État-providence, et comment il va intervenir, interventionnisme. Donc ça, c'est toujours pour les États-Unis. Ensuite, quand ça va se répandre en Europe, donc nous, on va s'intéresser quand même à notre pays, à la France, comment elle va réagir. Donc ça va être à cette époque le nouveau Front populaire qui va être créé donc, vers 1936 par les accords de Matignon, où ils vont essayer, un peu à cette image, de sortir la France, parce qu'en fait la crise elle va se répandre en France, ils vont essayer de sauver la France, de sortir la France de cette crise. Donc c'est un peu comme avec Hoover Roosevelt, Hoover, c'est-à-dire que ça va aider un peu, mais ça va pas entièrement sauver la France. Donc après, évidemment, il y a tous les pays qui vont être impactés, et c'est ce qui va conduire à beaucoup de problèmes. Donc on va arriver avec l'Italie, l'Espagne, l'URSS également, hein, et l'Allemagne, où ça va nous conduire ensuite au régime totalitaire, à la Seconde Guerre mondiale, au niveau des chapitres d'histoire, parce qu'en fait, ça va être tellement problématique que les États ils vont avoir du mal à faire face à cela. Et tout d'abord, la population va être très affligée, va être inquiète, etc. Et en fait, les États ils vont avoir du mal, le gouvernement va avoir du mal à réagir face à ça. Ils vont essayer, mais c'est très compliqué. Et c'est comme ça qu'après, ils vont s'instaurer en tant que grands sauveurs par des tactiques. Tu peux voir les discours, par leur manière. Enfin, ça, c'est plus pour les régimes totalitaires. Mais c'est leur vision au gouvernement, c'est la vision du gouvernement qui permettrait, selon le gouvernement, de sortir l'État de la crise. Voilà. Donc ça, c'est un peu en guise d'ouverture. Mais en tout cas, au niveau de la France, donc c'est le Front populaire qui, à cette époque, va se prendre la charge de la crise. Et donc, oui, j'en revenais au Front populaire. Donc, déjà, tout d'abord, c'est vrai que pour le redéfinir, juste pour un rappel, c'est une alliance, une coalition des partis de gauche avec donc, le Parti communiste français, PCF, le Parti radicaliste. Ensuite, donc, un peu tous les mouvements de gauche qui s'allient pour former un grand groupe, le Front populaire. Et leurs mesures vont être assez similaires, entre guillemets, vont être inspirées, empruntées aux États-Unis, dans le sens où ils vont appliquer différentes mesures, donc une hausse des salaires, l'instauration des congés payés, des semaines à 40 heures, donc avec moins de temps de travail. Mais il va y avoir des oppositions avec la droite, évidemment, qui vont préférer avoir, justement, elles vont contester par exemple la semaine à 40 heures parce que c'est pas assez, donc selon les travailleurs de droite, il n'y aura pas assez de temps de travail, etc. Pour les ouvriers, justement, ils vont dire, les ouvriers qui sont plutôt de gauche, ils vont dire: ah bah non, nous, il nous faut moins de temps de travail parce que c'est trop fatigant, vous vous rendez pas compte, les conditions de travail sont très difficiles, c'est très fatigant. En fait, il va y avoir beaucoup d'opposition. En tout cas, pour le Front populaire, voilà, c'est un ensemble de partis de gauche qui gouvernent la France donc, à cette époque et qui vont chercher d'instaurer ces nouvelles mesures afin provisoirement, déjà dans un premier temps, essayer d'aider un petit peu ou de ralentir, de diminuer les conséquences graves causées par la crise économique de 1929 des États-Unis qui s'étend en Europe. Voilà, donc ça c'était pour la France, pour vous donner quelques idées. Et ensuite, d'un point de vue global, donc l'ouverture, voilà, j'ai dit que ça conduit au régime totalitaire, donc ça au totalitarisme, ce qui est réel et ce qui va ensuite conduire à la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, pour résumer cette crise, en fait, on est parti un petit peu de la Première Guerre mondiale, puis ensuite des années folles. Ensuite, on arrive à toute la crise qui s'est créée, accentuée aux États-Unis et développée à travers le reste du monde, parce qu'il faut rappeler, les États-Unis est un grand État. Et en fait, pour résumer ça, en fait, ça a été un effet domino. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, il y a la Première Guerre mondiale qui a enchaîné sur les années folles, qui a enchaîné sur l'instauration de la création du krach boursier, de la crise économique de 1929, qui s'est accentuée, donc qui a accentué aux États-Unis,
et ensuite afin de se développer et se répandre dans le reste du monde. Donc c'est un effet domino à chaque fois. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Alors, hop. Je vous remercie et puis nous arrivons à la fin. Et ensuite, donc les prochaines vidéos historiques, donc si on reste dans ce thème, ce grand thème d'histoire, un petit peu cette grande période d'histoire, on en arrivera avec l'introduction que j'ai faite, entre guillemets, ou l'ouverture, sur les régimes totalitaires. Puis ensuite, vous aurez donc la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc. Jusqu'à arriver vers le 21e siècle, les années 2000, l'euro, etc. Et ensuite à notre époque. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée à tous.